Alors si on rentre dans les choses un peu plus concrètes, il y a quelques enjeux clés, qui sont d'ailleurs les mêmes pour la sécurité et pour les risques psychosociaux. Premier enjeu, c'est les fonctions et l'activité des managers. D'abord, comme le disait Jean-Pierre Brun, au sens où les managers, dans certaines entreprises, vont très mal et qu'on ne peut pas imaginer qu'ils vont contribuer à produire de la prévention des risques psychosociaux et de la sécurité si leurs propres difficultés ne sont pas prises en compte. Donc, un manager, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait descendre, c'est quelqu'un qui articule ce qui descend et ce qui remonte, avec une fonction très importante de formalisation de ce qui se passe sur le terrain et de transmission, mais aussi d'alerte, de synthèse vis-à-vis du haut. Il ne faut pas se cacher que dans les organisations françaises, le déficit est systématiquement du côté de la remontée d'informations. Le déficit est systématiquement du côté du fait qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit pouvoir alerter sa propre hiérarchie en ramenant des informations en provenance du terrain pour venir interroger les visions descendantes et les stratégies qui sont en train de se mettre en place. Tout ce qu'on fait pour permettre que les managers puissent faire remonter de l'information et alerter, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour la prévention des risques psychosociaux. Mais ça veut dire qu'il faut lutter contre quelque chose qui est absolument catastrophique du point de vue de la sécurité. C'est ce que j'appelle l'idéologie du bon professionnel. C'est l'idée qu'un bon professionnel n'a pas de problème et que si un chef de service signale des problèmes, c'est qu'il est mauvais. C'est un des mécanismes puissants de l'accident de la navette Challenger qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Donc un chef de service qui signale des problèmes, c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il articule sa fonction de mettre en musique un certain nombre de choses qui ont été décidées en haut et d'alerter sur la réalité du terrain sa propre hiérarchie. Alors très concrètement, il y a des exemples qui sont classiques à l'ICSI. Si on fait travailler concrètement les équipes pour que ce soit elles qui recensent les tâches critiques, évidemment en dialogue avec les experts, pour que ce soit elles qui construisent les procédures liées aux tâches critiques, qui les testent, qui participent au processus de validation avec les experts, on est à la fois dans une situation où on donne une opportunité aux travailleurs d'exposer ce qu'est leur vision de bien faire leur travail, donc de négocier leur propre vision de ce que ce serait de faire bien cette tâche-là par rapport à des experts, et on donne une magnifique occasion aux managers de pouvoir se situer à l'articulation entre ce qui descend et ce qui remonte. Autre gros chantier, évidemment, Jean-Pierre Brun en a parlé tout de suite, c'est la question de la conduite des changements. Alors pas seulement des changements organisationnels, il y a des changements purement organisationnels, mais il y a des changements où on fait du génie civil, où on modifie les systèmes d'information, etc. La question facteur humain à propos des changements, c'est une fois qu'on aura fait tout ça, comment est-ce qu'on fera pour travailler? La question de l'équipe projet, c'est comment est-ce que ça fonctionnera? La question facteur humain, c'est comment on fera pour travailler. Et l'enjeu, évidemment, c'est que cette question, on se la pose le plus tôt possible dans le projet, mais on ne peut pas se la poser si on ne fait pas se rencontrer les deux types de connaissances, celle de l'équipe projet et des experts qui sont en train de travailler sur la création d'un nouveau procédé, par exemple, mais aussi celle des opérateurs, des femmes et des hommes qui connaissent la variabilité, qui connaissent les situations particulières et qui vont pouvoir alerter sur un certain nombre de solutions qui ont été choisies. Alors, un des moyens de faire ça, c'est de faire des simulations. Alors, on peut faire des simulations sur les bâtiments, on peut faire des simulations sur les installations techniques, et puis, peu à peu, on a développé la possibilité de faire des simulations organisationnelles. Voilà, si on fait travailler des équipes avec l'organisation qu'on nous propose, est-ce qu'on sera dans tous les cas capable d'effectuer les scénarios d'urgence, les manœuvres d'urgence ? Donc à partir d'un recensement des scénarios critiques, on peut simuler, suivant différentes hypothèses organisationnelles, si on fait comme ça, qu'est-ce que ça donnera du point de vue de l'organisation? Et évidemment, si on fait ça, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour les risques psychosociaux. Alors pour terminer et ouvrir la place à la discussion, ce sont juste deux exemples, mais il y a beaucoup d'autres chantiers communs entre les risques psychosociaux pris du côté de la possibilité de faire bien son travail et la sécurité industrielle prise du côté de la rencontre
entre toutes les connaissances dont il y a besoin pour assurer la sécurité. Donc évidemment, un chantier évident, c'est tout ce qu'on peut faire du côté de l'exploitation du REX. Pas du REX sur les grands incidents qui est fait. Mais quand une équipe de maintenance revient de son opération et que le chef lui demande « ça s'est bien passé », dans l'immense majorité des cas, la réponse va être « oui, chef, ça s'est bien passé », ce qui veut dire « on est arrivé au résultat ». Mais si le chef il s'est posé la question, il va s'intéresser à « et est-ce que vous avez eu du mal pour arriver au résultat ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?» Parce que dans cet espace entre le fait qu'on y est arrivé et puis le fait que pour y arriver, il a fallu beaucoup de mal, il y a un gisement de risque. Donc si le manager introduit une forme de REX quotidien qui intègre non seulement ce qu'on a demandé, on a fait ce qu'on a demandé, mais aussi qu'est-ce que ça a demandé pour y arriver. Donc s'il s'intéresse non seulement à la performance, mais aussi au coût que ça a représenté pour les équipes, il travaille à la fois en termes de reconnaissance et de prévention des risques psychosociaux, et il travaille en termes d'amélioration de la sécurité. Bon, bien évidemment, il y a un immense chantier du côté des relations avec les instances représentatives du personnel. On est en France dans des situations parfois caricaturales, et il y a beaucoup à gagner à remettre dans le fonctionnement des instances représentatives la question du travail. Et je regrette beaucoup que les circonstances dans lesquelles les accords sur la prévention des risques professionnels ont été signés ont fait que toutes les histoires du genre observatoire du stress, ligne verte, et tout un tas de choses qui ne sont pas les bonnes, ont été accueillies avec soulagement par les organisations syndicales qui étaient contentes que l'entreprise enfin s'occupe du stress des salariés, mais que dans ce processus un peu accéléré, on soit complètement passé à côté du fait qu'il y a des gens qui sont en difficulté dans leur travail. Pas en difficulté avec un chef qui serait un pervers narcissique, sont en difficulté pour faire bien leur travail. Et ça, c'est pas pris en compte dans la plupart des accords qui ont été signés. Il y a un enjeu très important, par exemple, ce n'est pas limitatif du tout, mais il y a un enjeu très important sur la gestion des débuts et des fins de carrière. Début de carrière, je pense aux jeunes ingénieurs. Si un jeune ingénieur qui arrive dans l'entreprise, on commence par lui faire faire du terrain, par lui imposer d'être quelques semaines ou quelques mois rondier ou quelque chose comme ça, on crée un tout autre message sur la présence des managers sur le terrain que si immédiatement on le balance dans une situation où il ne va pas avoir le temps, quoi qu'il fasse, d'aller sur le terrain, et où, comme il n'a pas appris en maths sup, maths spé à discuter avec des opérateurs, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il développe cette compétence-là. Donc il y a un enjeu très très important de messages qui sont donnés dès l'arrivée des jeunes ingénieurs dans une entreprise sur le fait que écouter, c'est faire de la sécurité, et que écouter, c'est faire de la prévention des risques psychosociaux. Et puis en fin de carrière, bien sûr, il y a des aspects très importants sur la transmission des compétences entre les vieux qui s'en vont et les jeunes qui arrivent, avec beaucoup plus de diplômes, mais sans cette connaissance intégrée dans leur corps du terrain. Suivant la façon dont on va articuler ça, on travaille ou pas pour la sécurité. Et puis, je crois qu'il y a un immense chantier qui est de favoriser des mises en situation simulées. Il y a quelques entreprises qui le font extrêmement bien. Mise en situation simulée, ça ne veut pas forcément dire super simulateur comme pour les pilotes d'avion ou les centrales nucléaires, hein, mais que l'organisation régulièrement fasse en sorte que les équipes soient confrontées à des situations simulées qui leur permettent à la fois de s'exercer à faire face et à mettre en œuvre un certain nombre de procédures, mais qui leur permettent aussi de réagir et de soulever le fait que peut-être on pourrait faire mieux que ce qui a été fait dans la procédure, peut-être on pourrait s'y prendre autrement, etc. Donc ça me semble aussi un des chantiers très importants, à la fois de la sécurité et puis de cette remise en route du flux remontant à partir de la connaissance et de l'expérience du travail. Alors, les industries à risque ont une chance énorme, c'est que si on ne prend pas encore en compte le facteur humain, ça saute. Et donc, il y a une force de rappel très très grande dans les industries à risque qui font que vous êtes là et que vous vous occupez du facteur humain. Dans le milieu bancaire, si on ne prend pas encore le facteur humain, il ne se passe rien.
Enfin, les gens souffrent, mais l'entreprise continue à fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une crise mondiale qui ébranle les choses. Donc, l'idée, c'est que dans les entreprises à risque, c'est pas vrai partout, hein, mais dans les entreprises à risque, quand on s'occupe sérieusement des facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle, sérieusement, ça veut dire concrètement, pas sous forme de messages de communication seulement, hein, avec une mobilisation concrète du management au plus près du terrain, une capacité du management à être présent, à être à la fois celui qui donne la direction et celui qui humblement entend que la réalité n'est pas semblable à ce qu'on indique, en associant les équipes, bien évidemment, on participe à la prévention des risques psychosociaux. Et de mon point de vue, on y participe beaucoup plus que si on fait venir un super cabinet très cher qui va vous vendre un questionnaire gigantesque pour faire un diagnostic, qui va vous montrer qu'il y a des problèmes et éventuellement, comme le disait Jean-Pierre, laisser les choses là et rester sur le fait qu'on sait qu'on va mal. Mais bien évidemment, le fait qu'on sait qu'on va mal, ça n'a jamais aidé personne à aller mieux. Donc, j'aurais tendance à dire, hein, la prévention des risques psychosociaux dans les industries à risque, c'est prendre en compte au sérieux, c'est prendre au sérieux la dimension humaine du travail, hein, et essayer que l'ensemble de l'organisation crée avec les acteurs concernés les conditions pour que chacun puisse faire un travail de qualité. Je vous remercie.